Bienvenue à toutes et à tous. Vous écoutez Fantastic Rolls, le seul actual play qui se souvient qu'il avait dit qu'une fois qu'en fait il ferait pas que des actual plays. Je suis Laurent et je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour un épisode de Pendant ce temps sur la Terre 1166. La dernière fois, ce format audiobook vous racontait ce qu'il s'était passé pour Jubilé quelques minutes avant qu'on ne la retrouve dans la campagne. Aujourd'hui, on va explorer l'histoire d'un duo et de quelques gallinacés. Un énorme merci et bravo à Marion, notre mystique préférée, pour l'écriture et pour son interprétation dans cet épisode. Et c'est avec plaisir que je vous retrouve tout de suite pour ce nouvel épisode de Pendant ce temps sur la Terre 1166 sur Fantastic Rolls. Isako vérifie une dernière fois son reflet dans le miroir de sa chambre avant d'attraper son sac à dos pour rejoindre les autres dans le hall. Ce matin, c'est la rentrée des classes, et il règne à l'Institut Xavier une douce euphorie parmi les élèves, rassemblés çà et là en petits groupes, riant et parlant fort. Laurie lui fait signe depuis le rez-de-chaussée et Isako entame la descente du grand escalier pour rejoindre ses amis. Alors qu'elle est à mi-chemin, l'immense porte en chêne de l'entrée s'ouvre d'un coup dans un flot de lumière inondant le hall et faisant plisser les yeux à la plupart des élèves. Rapidement, les silhouettes de Jean et de Scott se découpent en contre-jour, suivies par une autre personne, un inconnu. Isako cligne des yeux plusieurs fois et découvre un être au physique étrange, comme constitué d'une sorte de gelée rose transparente à travers laquelle on distingue son squelette et ses organes. Un nouveau protégé de l'Institut, sûrement. Il avance à petits pas, les épaules basses, et n'a pas l'air très à l'aise. Il faut dire que la totalité des adolescents qui l'entourent le dévisagent avec un air incrédule. Pour l'entrée discrète, on repassera. En arrivant en bas des marches, Isako se note mentalement de penser à le saluer et à lui présenter ses amis, histoire de faciliter son intégration. Comme elle voit qu'il la regarde, elle lui sourit depuis l'autre côté du hall, et il détourne aussitôt les yeux, soudainement très intéressé par le ficus à côté de lui. Après quelques minutes, le silence se fait et quelqu'un prend la parole depuis la mezzanine en haut des escaliers. C'est Charles Xavier, le directeur de l'Institut et le protecteur des jeunes mutants qui y résident. Il prononce un discours éloquent, salué par des applaudissements et des regards pleins d'espoir et de soulagement, à l'idée que leurs existences ne sont peut-être finalement pas vouées à l'errance et au rejet. Ensuite, les professeurs répartissent les élèves en différents groupes et les conduisent vers les salles de cours. Isako est amusée de voir qu'elle est dans la même classe que le nouveau venu. Tout en suivant son groupe dans les couloirs, elle s'approche de lui et engage la conversation. Robert n'a jamais été d'un naturel extraverti. Enfant, il ne cherchait pas à briller ou à se démarquer, et passer inaperçu lui convenait très bien. Quand à partir de ses 15 ans, sa mutation s'est développée, il a assisté avec désespoir à la métamorphose progressive de son corps. Sa peau, déjà claire, est devenue translucide, puis transparente et rose. Et la matière même de son corps s'est changée en une sorte de cire étrange. Il était désormais un monstre incapable de cacher sa particularité physique aux yeux du monde. Ses parents, sa propre famille, horrifiés par un phénomène qu'ils ne comprenaient pas, l'ont violemment rejeté. Livré à lui-même, Robert a erré pendant plusieurs semaines, se cachant du mieux qu'il pouvait afin d'échapper aux regards et aux comportements agressifs. Au bord de l'épuisement, seul et perdu, il a vu arriver 2 personnes. Des X-Men, d'après ce qu'ils et elles lui ont dit, qui lui ont tendu la main et lui ont proposé de rejoindre leur institut pour jeunes mutants. Robert, d'abord méfiant, a accepté de les suivre en se disant qu'il n'avait de toute façon plus rien à perdre. C'est donc désorienté et rempli d'appréhension qu'il découvre ce grand manoir de Westchester et la foule d'élèves réunis pour ce jour de rentrée des classes. En entrant dans le hall, tremblant, à la suite de Jean et de Scott, tout son être lui crie de tourner les talons et de s'enfuir. Mais au moment où il s'apprête à rebrousser chemin et à quitter le manoir, ses yeux se posent involontairement sur une jeune fille qui descend le grand escalier d'un pas sautillant. Elle dégage une confiance en elle et une sérénité qui l'éblouissent instantanément. Il la voit sourire et faire un geste de la main à quelqu'un dans l'assemblée, et il sent ses jambes menacées de se dérober sous le poids de ce qu'il nommera plus tard un véritable coup de foudre. À cet instant, Robert maudit plus que jamais son gigantesque corps translucide et son cœur apparent qui bat beaucoup trop vite pour espérer cacher son trouble à qui que ce soit. Les jours passent, puis les semaines. Isako, car c'est son nom, l'a tout de suite accueilli avec chaleur et sympathie, permettant à Robert, ou Globe, comme le surnomment la plupart des élèves, de se sentir enfin en sécurité, entouré de personnes comme lui, dans ce refuge devenu leur foyer. Une amitié naissante se tisse entre les 2 ados qui passent de plus en plus de temps ensemble à travailler ou discuter,
toujours dans la bonne humeur et le respect mutuel. Robert chérit ses moments passés avec Hisako, et à mesure que le temps passe, ses sentiments pour elle grandissent. Il n'a cependant pas le courage de lui avouer ce qu'il ressent, car soyons réalistes, qui voudrait d'un type comme lui? Il préfère donc préserver leur amitié, car s'il y a bien une chose qu'il sait avec certitude, c'est qu'il ne survivrait pas à la perte d'Hisako. Elle est devenue le centre de son univers, et sa présence est désormais la seule chose qui donne un sens à sa vie. Certains jours sont pourtant moins agréables que d'autres. Celui-ci en fera partie. Hisako serre les poings, sourcils froncés, les pieds ancrés dans le sol entre 2 rangées de tables du réfectoire. Elle fait face à 2 autres élèves, plus grands et costauds qu'elle, Elion et Rockslide. 2 idiots qui ont récemment découvert que les parents d'Hisako sont morts assassinés et qui trouvent soudain amusant de se servir de cette information pour se moquer d'elle. La jeune fille, pourtant douée d'un self-control à toute épreuve, sent que cette fois elle ne pourra pas rester calme. Quel genre de salopard faut-il être pour tourner en ridicule la disparition tragique de son père et de sa mère? Elle était là, elle a tout vu. C'est même à cet instant que son pouvoir s'est manifesté pour la première fois. Une armure impénétrable s'est matérialisée autour d'elle, la protégeant, mais seulement elle. Elle n'a rien pu faire pour sauver ses parents. Elle les a vus mourir, elle les a abandonnés. À quoi bon avoir une capacité hors du commun si elle ne peut pas servir à protéger ceux qu'on aime? Le souvenir encore récent de ce choc atroce lui provoque une nausée et les larmes lui montent aux yeux. Elle tente de répliquer mais les mots restent bloqués dans sa gorge, faisant redoubler le rire de ces 2 crétins. Armor, ce surnom qu'on lui donne, lui paraît en cet instant bien trop cynique pour la définir, elle qui n'est même pas capable de tenir tête à 2 adolescents. C'est à travers un brouillard de larmes qu'elle aperçoit Globe s'avancer entre eux et qu'elle l'entend prendre sa défense. Une vague de reconnaissance et d'affection l'envahit, et son cœur se serre en pensant à l'effort titanesque que cette intervention a dû coûter à son ami, d'ordinaire si discret et introverti. Avec gentillesse mais fermeté, il parvient à éloigner Elion et Rockslide. Hisako les regarde partir avec soulagement. C'est à partir de là que tout a dérapé. Avant cet incident, Robert n'était déjà pas la coqueluche de l'école, ni le plus admiré ou respecté, loin de là. Mais depuis, sa vie est devenue un enfer. Elion et Rockslide s'en sont assurés. Ça a commencé par des bousculades dans les couloirs, de plus en plus fréquentes. Puis des vols de matériel scolaire, des bruits vulgaires quand il entrait dans une pièce, des moqueries, des rires, des phrases assassines murmurées à son passage, des messages affreux tagués sur les tables, les murs, ses effets personnels. La semaine dernière, il a retrouvé son sac de cours piétiné et trempé d'urine. Et puis des menaces, beaucoup. Des rumeurs répandues à son sujet, toutes plus répugnantes les unes que les autres. Face à tout ça, Robert fait le dos rond. Il encaisse et ne répond rien. Jamais. Parce qu'il a peur. Il n'a pas peur pour lui-même. Il a peur qu'Hisako soit déçue, le trouve faible ou pire, qu'elle s'inquiète pour lui. Elle est la seule chose qui lui tienne la tête hors de l'eau et qui l'empêche de se noyer dans cet océan de haine qui est devenu son quotidien. Elle est drôle, intelligente, forte, indépendante, engagée. Elle est belle. Hisako est la plus belle chose que ce monde injuste et cruel ait jamais créé, et rien ne compte plus aux yeux de Robert que de la préserver de toute la noirceur dont il est victime pour avoir osé défier plus fort que lui. Alors il déploie des trésors de volonté pour la laisser à l'écart, pour ne pas lui laisser voir ses cahiers déchirés, pour ne pas lui laisser entendre les menaces de mort. Il prend ses distances, se replie sur lui-même, jusqu'à passer certaines journées sans adresser la parole à qui que ce soit. Un sentiment écrasant de solitude l'oppresse constamment, mais il tient bon. Hisako ne doit pas savoir que ce qui lui arrive est lié à la fois où il a pris sa défense. C'est hors de question. Elle culpabiliserait, elle voudrait l'aider et, ce faisant, elle deviendrait elle aussi la cible de ces 2 imbéciles. Ce n'est pas une option. Heureusement, l'institut est bordé par un grand parc et une épaisse forêt, dans laquelle Robert se réfugie de plus en plus souvent, à l'abri des regards et hors de portée de ses tourmenteurs. Ce lieu calme et isolé est vite devenu salutaire, lui permettant de prendre une respiration dans sa journée, avant de retourner affronter ce qui l'attend à chaque détour de couloir de l'école. Ce matin de février, alors que le soleil peine à traverser la couche de nuages d'un ciel aussi maussade que son humeur, Robert est justement en train de marcher dans la forêt. Perdu dans ses pensées, il manque de justesse d'écraser une poule blanche qui passait par là. Elle s'est sûrement échappée d'un poulailler alentour. Se confondant en excuses, il la ramasse et commence à lui parler machinalement avant de se rappeler qu'elle ne peut probablement pas le comprendre. Étrangement, l'oiseau ne cherche pas à le fuir et soutient même son regard, la tête penchée sur le côté. Robert sourit et décide que dorénavant, cette poule sera son amie.
il la repose et lui dit de ne pas bouger, qu'il reviendra plus tard avec des épluchures et d'autres déchets volés dans la cuisine. Cela semble satisfaire la poule qui le regarde s'éloigner avec intérêt manifeste. Le même jour, dans l'après-midi, quelqu'un frappe à la grande porte du manoir à l'exact moment où Robert traverse le hall d'entrée. Après avoir regardé autour de lui et constaté qu'il était seul, il se décide à aller ouvrir. Il tombe alors nez à nez avec un vieil homme en tenue de fermier qui affiche une expression horrifiée et recule de 3 pas en l'apercevant. L'air manifestement dégoûté par la vision de son corps rose et translucide, l'homme bredouille quelques mots pour expliquer que plusieurs de ses poules se sont échappées de son poulailler et qu'il demande aux résidents du manoir d'être vigilants et de les lui rapporter s'il les trouve errant dans le parc. Après quoi, il s'éloigne sans dire au revoir et en marmonnant des paroles grossières à propos des mutants dégénérés et des créatures du démon. Les poings et les mâchoires serrés, Robert le suit des yeux en se jurant de protéger sa nouvelle amie de ce vieux grincheux intolérant. Le soir même, il retourne dans la forêt avec des planches, de la ficelle et des épluchures et entame la construction d'un poulailler de fortune sous le regard intéressé de la poule qui l'avait effectivement attendu. Les jours suivants, alors qu'il consolide le poulailler avec le matériel qu'il a pu rassembler, il voit arriver de nouvelles poules, toutes aussi intriguées que la première, et son cœur se serre en pensant qu'il a maintenant la responsabilité de ces petits êtres inoffensifs qui ont choisi de lui faire confiance. À force de leur parler, de leur confier ses problèmes, il distingue en chacune d'elles une personnalité différente et décide naturellement de leur donner des noms. La première sera Logan, la seconde Scott, la troisième Jubilé et ainsi de suite. Elles sont devenues son refuge, son espace de liberté au moment où les insultes et les coups se font toujours plus violents. Il les prend en photo pour y puiser du réconfort dans les moments les plus difficiles entre ses visites au poulailler. Robert est devenu très distant depuis quelques jours. Isako est de plus en plus préoccupée par cette situation. Elle en vient même à penser qu'il fait tout pour l'éviter. Ce matin encore, elle jurerait l'avoir vu faire demi-tour dans un couloir quand il l'a aperçu. Ce changement d'attitude l'inquiète au plus haut point. Est-ce qu'elle a dit ou fait quelque chose qui l'aurait fâchée ? Perdue dans ses pensées, elle n'écoute que d'une oreille distraite le cours de philo que leur donne Colossus. Leur classe est installée dans le parc, un peu à l'écart du manoir, sous un gros arbre. Alors qu'elle cherche une énième fois à croiser le regard fuyant de son amie, elle voit Rogue, Gambit et Mystique longer l'institut et regarder dans leur direction. Mystique, la nouvelle recrue de l'équipe rouge des X-Men, se détache du petit groupe et s'approche d'eux. Isako la voit s'asseoir à côté de Robert et lui parler à mi-voix. Elle semble lui poser des questions et regarde même dans sa direction 2 ou 3 fois. La jeune fille fronce les sourcils, perplexe. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Elle se promet d'éclaircir ce mystère, plus tard dans la journée. Mais elle n'a pas le temps de se retrouver seule avec Robert ce jour-là. Une terrible nouvelle vient assombrir le ciel de l'institut, plongeant les élèves dans un état de sidération. Jubilé est morte. Isako ne comptait pas parmi ses proches amis, mais tout le monde aimait Jubilé. Le choc est terrible. L'incompréhension totale. On leur dit qu'elle est morte au cours d'une opération dirigée par l'équipe rouge. Encore eux. La coïncidence fait tiquer Isako, mais elle ne parle à personne de l'échange qu'elle a surpris plus tôt dans la journée. Les jours qui suivent s'enchaînent dans une sorte de brouillard. Les obsèques sont organisées au sein de l'institut, les cours banalisés pour la semaine. Personne n'a la tête à travailler de toute façon. Quelques heures après l'enterrement, Cypher vient trouver Isako pour lui dire que Mystique a demandé qu'elle lui passe un coup de fil. En se demandant ce qu'elle peut bien lui vouloir, la jeune fille prend le communicateur, un peu déboussolée. Elle ne lui avait encore jamais adressé la parole, mais Mystique lui explique rapidement que Robert a des problèmes et qu'elle cherche à en savoir plus. Avec tout ce qui s'est passé, Isako a presque honte d'avoir relégué au second plan ses inquiétudes par rapport à son amie et répond honnêtement qu'elle ne sait rien, mais qu'elle va faire preuve de vigilance. Robert ne connaissait pas beaucoup Jubilé, mais la nouvelle de sa mort n'a rien fait pour l'aider à remonter la pente. Quelques jours plus tard, en regardant sa chambre, il trouve la porte taguée, grande ouverte, et constate que quelqu'un a visiblement fouillé dans ses affaires. Une atroce sensation de vertige le fait tituber, alors qu'il ouvre fébrilement le tiroir de sa table de chevet et qu'il y trouve un post-it où aurait dû se trouver son journal intime. Dessus, un message signé Mystique et un numéro de téléphone. Il est persuadé que c'est encore un coup mesquin d'Elion et de Rockslide et se laisse glisser au sol, foudroyé. Après plusieurs heures d'abattement, dans un soudain accès de colère, il prend à part Anolé, un jeune garçon aux allures de reptile et à la capacité de se rendre invisible. Il lui raconte ce qui s'est passé et lui demande d'utiliser son pouvoir pour retrouver le carnet, en cherchant discrètement dans les endroits où les élèves n'ont pas l'autorisation de se rendre. Anolé accepte, en échange d'un rap de déjeuner à la cantine pendant 2 semaines. Il finit par retrouver le journal,
posé bien en évidence sur le lit mystique. Robert en veut à la Terre entière, il en veut à ces X-Men qui lui ont fait miroiter un avenir supportable, et il en veut à l'équipe rouge et à Mystique qui fait mine de vouloir le protéger, mais qui ne fait rien à part lui poser des questions gênantes et à côté de la plaque. La suite se passe comme s'il était devenu étranger à son propre corps. Il ne dort plus, perd l'appétit, il erre dans les couloirs de l'école comme un fantôme. Ses camarades, ceux qui ne lui veulent pas de mal, semblent inquiets à son sujet, mais il le remarque à peine. Il ne mérite pas qu'on l'aide. Il ne mérite pas d'être dans cette école. Il ne mérite pas d'être en vie. Ce soir-là, il pleut. Ses pieds sont au bord du parapet glissant, à quelques centimètres du vide. Le parc de l'Institut est plongé dans le noir, on devine la lisière de la forêt au loin, et il a une dernière pensée pour les poules qui ont réchauffé son cœur ces derniers jours. Qui le regrettera à part elle? Une larme coule le long de sa joue, se confondant avec les gouttes de pluie qu'il ne sent même pas. Oh, pardon Isako. Salut, c'est encore Laurent. Bah allez, on sèche ces larmichettes. Bah oui, ça c'est bien fini, vous le savez, hein? Ici, chez Fantastic Rolls, on adore Globe et Armor. Et on espère que cette petite plongée dans leur histoire vous aura plu tout autant. En tout cas, si ce format vous plaît, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ou sur Discord quel personnage vous souhaiteriez voir sous les projecteurs la prochaine fois. Et en attendant, toute l'équipe se joint à moi pour vous faire des bisous et on vous retrouve très vite pour un prochain épisode de Fantastic Rolls.